Bonjour Dr Lemel, vous êtes cardiologue interventionnel au CHU de Lille et vous avez présenté fait une présentation sur les syndromes coronaires aigus et les outils du diagnostic. Est-ce qu'il est possible de faire une petite synthèse de cette présentation et d'en sortir les points forts, les fameux take-home message? Bien sûr, bonjour également. Donc effectivement, ma présentation s'intéressait à évaluer essentiellement le risque résiduel, l'évaluation du risque résiduel après un premier syndrome coronaire aigu, et notamment ce qu'on pouvait tirer des scores cliniques, mais également de l'imagerie pour évaluer ce risque résiduel. On est donc dans la situation, la personne a fait le syndrome coronaire aigu avec ou sans sus-décalage, et vous vous situez après pour savoir quel est son risque ultérieur, c'est bien ça? C'est exactement ça. Donc l'idée, effectivement, c'est de pouvoir prédire à la fois le risque résiduel lié à l'événement initial. Donc on va dire que ce risque s'intéresse essentiellement à prédire la mortalité liée au syndrome coronaire aigu, et donc essentiellement une problématique de taille d'infarctus et d'insuffisance cardiaque. Et là, on a en pratique clinique essentiellement le score GRACE, et notamment le score GRACE 2 qui nous aide bien dans cette problématique et qui fait d'ailleurs partie des recommandations actuelles pour évaluer ce risque de mortalité cardiovasculaire lié au syndrome coronaire aigu. Et à côté de ça, il y a une autre problématique qui est celle de l'évaluation du risque ischémique, c'est-à-dire la récidive d'infarctus, la récidive de revascularisation après ce premier événement. Et donc là, effectivement, c'est un peu plus complexe et on tire essentiellement donc des données à la fois de l'imagerie, mais également de scores cliniques dont on peut parler tout de suite après. Et cette évaluation, vous la faites combien de temps après, on va dire, l'hospitalisation pour ce syndrome coronaire aigu? Alors, toute la problématique est là, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on aimerait dans la pratique de tous les jours, c'est pouvoir évaluer au moment initial du syndrome coronaire aigu ce que va devenir le patient dans les 5 ans. En pratique clinique, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, on tire un certain nombre d'arguments de l'imagerie. Donc, ce qui est très important de retenir, et ça, on a des données dans la littérature maintenant, c'est qu'il faut d'abord évaluer le risque de complications liées à la procédure initiale, et c'est essentiellement le risque de thrombose de stent. Donc ça, on sait qu'on tire beaucoup d'informations de l'imagerie puisque beaucoup de facteurs sont en fait des facteurs mécaniques une fois qu'on a éliminé toute la problématique de l'agrégation plaquettaire, donc la taille de la lésion, la taille du vaisseau, la longueur, le nombre de stents, les bifurcations, les lésions complexes, les bifurcations, les dissections résiduelles, le résultat de la procédure. Donc ça, on tire quand même pas mal d'informations de l'imagerie coronarographique. Et à côté de ça, il y a toute la problématique également de pouvoir évaluer le risque d'événements liés au reste du réseau coronaire, c'est-à-dire la progression de la maladie athéroscléreuse sur l'ensemble du réseau artériel, coronaire mais pas seulement, également sur les vaisseaux du cou, les vaisseaux des jambes. Et donc ça, c'est plutôt l'étendue des lésions qui nous apporte la réponse. Donc là aussi, on a cette évaluation initiale qui dépend quand même de la coronarographie initiale, où on a notamment ce qu'on connaît bien maintenant, c'est le score syntaxe, qui permet d'évaluer à la fois l'étendue des lésions et la complexité des lésions. Et on sait très bien que quand on regarde le score syntaxe et quand on regarde ce que donne le score syntaxe dans l'étude syntaxe à 3 ans, eh bien, plus les patients ont un score syntaxe élevé et plus leur risque de récidive d'événements cardiovasculaires à 3 ans est élevé. Donc ça, l'étendue des lésions est un critère important. Est-ce que cette évaluation passe aussi par des outils comme l'OCT, comme la réserve coronaire? Alors tout à fait, donc la deuxième problématique, et ça on le tient également de l'imagerie initiale réalisée au moment du syndrome coronaire aigu, c'est cette idée de plaque vulnérable. Et donc là, on a des équipes, notamment françaises, l'équipe de Gilles Riofol à Lyon a très bien montré que quand on faisait un syndrome coronaire aigu, si on s'amusait, enfin s'amuser est un grand mot, mais si on faisait en tout cas des techniques d'imagerie endocoronaire type IVUS ou OCT sur le reste de l'arbre coronaire, on retrouvait en moyenne 2 ou 3 autres plaques vulnérables, c'est-à-dire avec une fine chape fibreuse, et voire des plaques ulcérées déjà sur le reste de l'arbre coronaire. Et donc ça, très clairement, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous, pouvoir évaluer cette problématique de la plaque instable ou de la plaque déjà ulcérée sur le reste du réseau coronaire. C'est un concept qu'on a du mal à palper encore aujourd'hui, mais on a déjà des données quand on regarde par exemple l'étude Prospect, qui a donc, c'est un registre de 700 patients qui font un syndrome coronaire aigu. Quand on regarde
ce registre qui a fait un IVUS avec histologie virtuelle sur l'ensemble du réseau artériel, on voit très clairement que les gens qui ont d'autres plaques avec des fines chappes fibreuses ont un risque d'événement supérieur. Donc on arrive quand même à prévoir ça. Et puis de l'autre côté, effectivement, il y a cette problématique de l'ischémie résiduelle et de la sténose fonctionnelle. Et donc là, c'est la FFR qui apporte des informations. Et là, on a plutôt des informations de rassurance, c'est-à-dire que quand la FFR est dite négative, c'est-à-dire avec un cutoff supérieur à 0,8, à ce moment-là, on a l'étude DIFFER ou l'étude FAME qui nous disent que très clairement, quand on ne traite pas de manière agressive ces lésions en remettant des stents, on a plutôt un meilleur pronostic. Mais cette approche très technologique, est-ce que c'est une approche que vous verriez partout ou c'est parce que vous êtes dans un CHU de pointe? Alors clairement, ce n'est pas une approche qu'on peut proposer à tout le monde et surtout, c'est quelque chose qui reste encore du domaine un peu quand même. Pour la FFR, c'est quelque chose d'assez courant, mais la plaque instable, c'est quand même plutôt de la recherche encore aujourd'hui. On ne s'amuse pas à faire des OCT à tout le monde en permanence, à tous les syndromes coronaires aigus sur tous les vaisseaux, parce qu'on prend également un petit risque à chaque fois d'aller faire une lésion qui n'existait pas sur ces autres artères coronaires. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on essaie également d'évaluer quand même avec des scores cliniques assez simples. Et aujourd'hui, il y a un score qui s'est développé qui est le score DAPT, qui permet quand même d'évaluer le risque ischémique. Au début, le score DAPT est un score qui permet d'évaluer le rapport bénéfice-risque du maintien de la double antiagrégation plaquettaire au long cours en post-angioplastie coronaire. Simplement que si on prend juste la partie événement ischémique, on sait dans ce score qu'il y a des variables cliniques très importantes qui sont les variables qu'on connaît bien et qui n'ont pas besoin d'aller faire effectivement des OCT ou des FFR à tout le monde, et qui sont le diabète, les événements multirécidivants, les patients qui se présentent pour un syndrome coronaire aigu initialement, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, qui sont des variables qu'on connaît bien aujourd'hui, et l'âge évidemment également. Et là, donc, au-delà de cette période aiguë et de ces examens qu'on vient de citer, de ces facteurs de risque, est-ce que vous faites d'autres examens type scintigraphie, type épreuve d'effort, vous en avez parlé tout à l'heure? Et dans quel délai? Alors aujourd'hui, les recommandations sont extrêmement floues sur la réalisation de nouveaux tests d'ischémie dans le cadre de la surveillance des patients coronariens. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, quand on regarde les recommandations, il est de bon ton de faire un test d'ischémie tous les 2 ans. Nous, on est en train de faire un travail à ce propos-là dans le registre Coronor, qui est donc un registre de 4200 patients coronariens stables qui sont donc à 1 an du dernier événement coronaire. Donc c'est pas que du post-syndrome coronaire aigu, mais c'est soit 1 an du dernier syndrome coronaire aigu, soit 1 an de la dernière angioplastie coronaire ou du dernier pontage. Et ce qu'on voit, donc on a pris tous les patients qui étaient inclus dans ce registre au CHRU de Lille parce que c'était un peu plus simple pour évaluer ça, mais on a regardé donc sur ces 900 patients parmi les 4200. Ce qu'on voit, c'est que sur le suivi à 5 ans, le nombre de tests d'ischémie, il est d'à peu près 0,77 par patient. Et il y a à peu près 1 patient sur 2 qui a un test d'ischémie dans les 5 ans. Ce qu'on n'arrive pas à savoir, c'est est-ce qu'on change le pronostic des patients en faisant ces tests d'ischémie répétés. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que quand on a un test d'ischémie qui est fait et qui est négatif, on est plutôt sur des bases rassurantes. Mais je ne suis pas sûr que ça nous permette de décider de la prise en charge thérapeutique médicale au sens propre du terme, c'est-à-dire si on a un LDL, on va plutôt s'acharner à avoir un bon LDL. On sait qu'il y a une grosse problématique aujourd'hui autour du LDL et on essaie d'être plus agressif sur le LDL cholestérol que ce qu'on a été par le passé. Et si on prend sur les antithrombotiques, j'aurais plutôt tendance à dire que l'important c'est d'avoir une idée de l'agressivité de l'athérosclérose, c'est-à-dire de l'extension, si on a une atteinte périphérique, si on a un syntaxe score très élevé, des atteintes multivaisseaux sur le plan coronaire, des vaisseaux du coup malades. C'est à mon sens plus important qu'une épreuve d'effort qui est peut-être négative, rassurante sur le plan fonctionnel, mais finalement le risque d'événement est potentiellement plus lié à l'agressivité de l'athérosclérose, qui peut être non significative au moment du test d'ischémie, mais qui ne va pas modifier forcément la prise en charge thérapeutique par rapport au test d'ischémie, alors que l'extension de la maladie, le mauvais contrôle des facteurs de risque, ça peut-être ça va plus jouer sur l'agressivité des thérapeutiques. Ok, bien merci pour ces informations, et puis on voit que ça laisse encore de la place à la recherche, notamment pour valider le bien fondé d'une recherche d'ischémie différée, quoi. Tout à fait. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir.